Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Bonjour à tous, bonjour Juliette. Bienvenue dans Politique sous influence. Cette semaine, dernière émission de PSI de la saison, avant la trêve estivale, avant les vacances. J'espère que vous allez bien, Juliette. Je vais très bien, merci. Et en vacances aussi? Exactement, pas encore, c'est bientôt l'acquis. Cette semaine, nous allons vous parler de la manière dont l'Assemblée nationale se transforme en lieu de toutes les outrances formatées par et pour les réseaux sociaux. Cette semaine, nous reviendrons également en compagnie du politologue Philippe Moreau-Defarge sur le vrai faux départ de Boris Johnson. Et vous verrez que ça a pas mal buzzé des deux côtés de la Manche. Cette semaine également, nous allons nous pencher en compagnie du professeur Martin Andler sur le paradoxe d'une France où se côtoient les sommets et les abîmes en mathématiques. Cette semaine, enfin, l'ex-insoumis, l'essayiste Thomas Guénolé va nous aider à décrypter cet invraisemblable feuilleton produit depuis les réseaux sociaux, produit par et avec la France insoumise autour du député Éric Coquerel, de Taha Bouafs, de Clémentine Autain. Ça pourrait s'appeler d'ailleurs Clémentine et les garçons. Restez avec nous, vous allez voir, c'est assez truculent. Allez, c'est parti pour une heure de débeuzage. Alors l'Assemblée nationale, on en avait parlé, Juliette, déjà avec le philosophe Éric Sadin la semaine dernière. Il semble que l'Assemblée nationale soit devenue une sorte de prolongement des réseaux sociaux, une sorte de machine à buzz, en tout cas pour certains députés. C'est ce qu'on a vu avec le discours de politique générale de la Première ministre, de Madame la Première ministre, dit-on maintenant, Elisabeth Borne. D'abord, pour commencer, Juliette, vous avez pensé que c'était plutôt réussi ce discours ? C'était un ton plutôt monotone, ça fait vraiment maîtresse d'école devant sa classe. Ah, vous êtes dur là. Mais j'ai pas trouvé que c'était catastrophique, et bien heureusement. Mais simplement, où était la passion, quoi? On n'était pas. J'ai vu un tweet, je me rappelle, très très ironique, qui disait dommage que le discours ne dure pas 3 heures de plus. C'est tellement incroyable d'écouter un tribun. Bon, vous avez la dent dure, je vous reconnais bien là, mais admettons, on s'attendait effectivement non pas à une sorte de discours de politique générale, mais une sorte de discours de technocratie générale. Et c'est un peu ce qu'on a eu. Oui, enfin, quand même, on s'attendait aussi à une sorte de pécrécite, si vous me passez l'expression. Or, elle s'est plutôt bien sortie de cette épreuve. Tout à fait. Voilà. Il n'y a pas eu non plus de grands rebondissements. Pas de raté. Ça a été fait. Le minimum a été fait. En tout cas, dans la salle, ça a quand même fait beaucoup réagir. Et il y a un moment où elle a livré une part d'elle-même, une part de vérité, où elle a, comme on dit avec une expression vraiment qu'on entend tout le temps, fendre l'armure. Elle a fendu l'armure et elle a effectivement levé un coin de voile sur sa vie personnelle, rappelé que son père avait été déporté et qu'elle était elle-même pupille de la nation. Et c'était un épisode assez poignant, mais apparemment certains n'ont pas bien compris et sont un peu tombés dans le panneau, si vous me passez l'expression. C'est un buzz, un gros buzz autour de ce discours. Il y en a eu plusieurs, on en reviendra tout à l'heure, mais effectivement, Madame Borne donc a évoqué son passé, son papa, et plus tard Mathilde Panot, qui elle aussi donc de la France insoumise, a pris la parole, a commencé. Présidente du groupe. Tout à fait, présidente du groupe des groupes insoumis. On va écouter ce qu'elle a dit, on revient dessus juste après. Madame Borne, il faut le dire, vous êtes une rescapée. Vous êtes la première ministre la moins bien élue de la Ve République. Vous avez maintenu un gouvernement à trous et à sursis. 3 de vos ministres ont été défaits aux législatives. La ministre des Outre-mer a tenu 36 jours avant de prendre la fuite. Que dire du ministre accusé de plusieurs viols, maintenu en poste jusqu'à lundi, ou de celle visée pour des viols gynécologiques, toujours en fonction à ce jour? Voilà, donc le mot problématique ici, le vrai problème, ça a été le mot rescapé. Parce qu'au-delà de la virulence du propos de Mathilde Panot... Oui, bon, c'est une opposante politique. Mais le mot rescapé est très a posé malheureux problème. parce que la Première ministre venait de livrer un secret sur ses origines en expliquant qu'elle était fille de déportés, que sa famille avait été déportée, donc rescapée. Certains sont montés au créneau, je pense particulièrement à Raphaël Enthoven, qui a directement tweeté après l'abject Durafour crématoire, Mathilde Panot, dans la ligne de Le Pen, parle de rescapé à propos de la fille d'un résistant rescapé d'Auschwitz. Ignorance ou monstruosité délibérée. Ah oui, il attaque fort. À quoi a répondu Mathilde Panot que c'était malhonnête et qu'elle employait ce mot dans le sens sauvé de justesse par la Macronie, et donc aucune référence à sa terrible histoire familiale. Si je peux juste me permettre, non, mais allez-y quand même. Mon avis, numéro 1, je trouve que le propos est limpide. Elle parle effectivement de la déroute
de la Macronie aux législatives, et donc une rescapée dans le sens, c'est une rescapée politique. Je ne trouve qu'il n'y a aucune ambiguïté. Et deuxième petite preuve, si on peut l'apporter, je pense que quand même que Mathilde Panot avait prévu son discours depuis bien longtemps, qu'elle ne l'a pas improvisé suite aux propos de Madame Borne, et n'a pas eu le temps d'y ajouter des petites références antisémites. Ça me paraît totalement injuste comme scandale. Bien indulgente, parce que en fait, soit elle n'a absolument pas écouté ce qu'avait dit la Première ministre, mais on va reparler de l'attitude des députés de la France Insoumise. Je pense qu'ils n'ont pas écouté grand-chose, effectivement, du discours de politique générale. Tout à fait, ça c'est autre chose. Donc c'est au minimum maladroit. Alors, est-ce qu'il y a maintenant un procès en antisémitisme à faire à partir de cette référence qui est très maladroite, très grossière, etc. Mais elle est maladroite qu'en partant du principe que Madame Borne a évoqué son passé. C'était pas prévu. Personne ne pouvait se douter qu'elle allait évoquer son père dans son discours de politique générale. Donc elle ne l'aurait pas fait. Le terme rescapé, si vous voulez, n'aurait jamais buzzé comme ça. Dont acte, mais tout de même, on peut se dire qu'un antisémitisme peut en cacher un autre. En tout cas, s'il n'y a pas d'antisémitisme dans la formule de Madame Panot, en tout cas, il est avéré que M. Mélenchon et la France Insoumise ont soutenu M. Corbyn, qui a été pour le coup d'un antisémitisme tellement crasse qu'il a été éjecté de son parti, le Parti travailliste en Grande-Bretagne. M. Mélenchon a eu des propos quand même stupéfiants et en laissant penser qu'il y avait des attentats qui étaient des coups montés, notamment celui de Meha Ben Mera qui avait visé une école juive. Mais surtout, il a un moment, moi je me suis pincé devant ma télévision, il a dit mais demandez donc, Jésus n'a peut-être pas existé, mais enfin il a sans doute été assassiné, demandez donc par qui il a été assassiné. Donc il y a vraiment quand même une sorte, on joue toujours sur la ligne jaune, vous voyez, bien avec sûr, la France mais Insoumise. Pas cette fois-ci. Et parce qu'il y a un public de la France Insoumise, il y a un électorat de la France Insoumise dont il faut dire qu'il est assez antisémite. Mais je sais, mais vous faites bien de le rappeler, mais justement, on n'a pas besoin d'aller inventer des nouvelles histoires et on peut faire preuve d'honnêteté politique. Il y en a suffisamment comme ça. Et je pense que ça nous dessert et ça dessert tous leurs détracteurs quand on invente des polémiques là où il n'y en a pas. Après, la polémique, là où il y a une vraie polémique, c'est sur le comportement des députés LFI pendant le discours général de Madame Borne. Je vous lis un tweet. Quelle image les députés de LFI ont donné aux Français lors du discours d'Elisabeth Borne? Cours de récré, invective, ou les yeux sur le portable, même pas capable d'applaudir à l'évocation du Front populaire ou de se lever à celle d'Édith Cresson. Tristesse et malaise. J'ai vu beaucoup d'autres tweets qui comparaient l'Assemblée à un amphithéâtre de Tolbiac, à une AG de l'UNEF, à un cirque. Donc, oui, il y avait un côté complètement débraillé, en fait. L'image renvoyée a été très mauvaise. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'inverse, les députés RN sont passés pour des enfants de cœur. Et je vais vous lire quelques passages d'une interview qui a été donnée pour Le Point par un député de Horizon. Horizon, donc le parti d'Édouard Philippe, tout à fait, qui soutient Emmanuel Macron et donc Madame Borne. La majorité. En parlant des députés RN, ils sont restés sages comme des images. C'était très étonnant. Ils rajoutent, en parlant des députés LFI cette fois-ci, ils nous ont montré, si besoin était, qu'ils n'étaient pas là pour travailler, mais pour gueuler. Il y avait d'un côté 89 élus du RN encravatés et bons élèves qui écoutaient religieusement le discours d'une maîtresse d'école, et de l'autre, les cancres. D'un côté, le cirque Pinder, et de l'autre côté, les bandes Sciences Po. Alors, je vous arrête parce que le député Franck Alizio, député du RN, élu de la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône, est avec nous. Il a eu des petits problèmes de connexion. Il nous rejoint maintenant. Peut-être veut-il réagir. Quoi vous dire? Bonjour tout d'abord. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Quoi vous dire sinon qu'on essaie d'être des députés sérieux. Nous, on n'a jamais galvaudé la fonction. On a toujours une certaine idée de cette fonction, de la fonction de parlementaire, de la fonction d'élu de la nation, d'élu de la République. On ne sera toujours une opposition résolue. On va pas se mettre à discuter le bout de gras comme d'autres avec M. Macron. D'ailleurs, M. Macron ne le veut pas. Il distingue via son ministre de l'Intérieur entre les adversaires et les ennemis. Il ne veut même pas de vos abstentions, d'ailleurs. Il ne veut même pas de votre abstention. Tout à fait. Bien, grand bien lui fasse. Pour autant, on sera une opposition intelligente parce que, comment dire,
avec toujours l'intérêt des Français et l'intérêt de la nation au bout de nos votes, tout simplement. Alors donc, je comprends que finalement le côté débraillé de la France insoumise vous sert exactement comme le positionnement d'Éric Zemmour vous sert, ça finit finalement de vous responsabiliser, de lisser votre image de gouvernementale, mais finalement vous allez finir par vous énerver quand même, ils ne veulent même pas de votre abstention, vous jouez les gentils, vous n'avez pas un peu l'impression de faire les idiots utiles de la Macronie ? Non, pour le coup, comment dire, on n'en a rien à fiche de Macron. Nous, c'est pas dans le regard de Macron qu'on veut exister, c'est dans le regard de nos électeurs et des Français. Donc on se fiche du retour d'Emmanuel Macron. Je veux dire, le fait de ne pas être débraillé dans une assemblée, c'est pas fait pour faire plaisir ou pas plaisir à Emmanuel Macron. C'est fait pour faire plaisir à la France, à la République, à l'idée qu'on se fait de notre mandat. Donc c'est quelque chose de, oui, on vient avec un costume et une cravate. D'ailleurs, ça a été obligatoire pendant des décennies au sein de l'hémicycle, et on pense que ça devrait continuer à l'être. Et justement, je pense que ces témoignages qui sortent de certains députés de la majorité ou proches de la majorité sont peut-être là un peu justement pour brouiller les pistes et appuyer les accusations faites contre vous par la NUP de votre rapprochement, soi-disant rapprochement avec la Macronie. Oui, parce que bon, voilà, se tenir bien dans une assemblée, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous savez, à la présidence de la commission des finances, ça a été une alliance NUPES, LR, LREM. Vous voyez, c'est pas, on n'était pas dans le coup. Hein, on est rarement dans le coup avec les LREM. Et tant mieux parce qu'on n'a pas été mandaté pour ça par nos électeurs. Mais en même temps, vos électeurs, ils sont finalement contre ce que Jérôme Sainte-Marie appelle le bloc élitaire. Ils sont plutôt contre cette mondialisation à marche forcée, ils sont plutôt contre l'accélération de la construction européenne, ils sont plutôt contre l'immigration, etc. Et donc, il y a des points communs avec LFI tout de même. Donc là, finalement, vous faites le jeu du système quand même. Non, pas du tout, parce que, comment dire, vous pouvez partager des choses avec LFI et ne pas partager l'essentiel. L'essentiel, c'est l'immigration. L'essentiel, c'est le régalien. On est totalement opposé avec LFI là-dessus. L'essentiel, c'est la pression fiscale qui est record en France. Vous savez, entre LFI et LREM, la différence, c'est une différence de degré. Du côté de LREM, le bilan des 5 ans, ça a été plus d'impôts pour plus d'immigration. Avec NUPS, c'est beaucoup plus d'impôts pour beaucoup plus d'immigration. Donc je vois un point commun, y compris sur le fond, y compris sur le projet, entre NUPS et LREM, et pas avec nous. Merci monsieur le député, merci beaucoup. Voilà, alors on va passer d'un cirque à l'autre, si j'ose dire. Boris Johnson, voilà un homme qui aime provoquer, qui aime faire son show aussi. Eh bien, c'est la chute du clown de l'autre côté de la Manche. En a-t-il trop fait? On en parle sur Sud Radio avec le politologue Philippe Moreau-Desfarges juste après. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Brias. Alors, on va traverser la Manche et parler de ce qui arrive à Boris Johnson, mais on va aussi peut-être s'arrêter un instant, Philippe Moreau-Desfarges. Bonjour à vous. Bonjour. Sur ce qui se passe au Japon, où l'ancien Premier ministre a été abattu. Vous êtes politologue, spécialiste des relations internationales. Vous avez consacré de nombreux livres aux émergents, un que sais-je, à la gouvernance, et la tentation du repli aux éditions Edith Jacob. C'est votre dernier livre. On parlait de l'assassinat de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, et on a regardé avec Juliette Briand ses réactions sur les réseaux sociaux, et notamment les réseaux sociaux chinois. C'est assez effarant. C'est-à-dire qu'en fait, les Chinois se félicitent de l'assassinat de l'ancien Premier ministre du Japon. Ben oui, ils avaient un rapport compliqué avec l'ancien Premier ministre du Japon. Vous savez, Shinzo Abe a été fidèle aux soldats japonais de la Seconde Guerre mondiale. Il allait régulièrement, une fois par an, sur le mémorial dédié à ces soldats. C'est au cœur de Tokyo, d'ailleurs. Exactement, au cœur de Tokyo. Et donc, les Chinois, effectivement, sont très contents de voir cet homme abattu qui symbolisait malgré tout le dernier lien avec la grande aventure des soldats japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Si on veut parler d'aventure, oui. En tout cas, Shinzo Abe, il fait partie d'une grande lignée de samouraïs. Tout à fait. Et apparemment, sa famille dit que finalement, c'était une bonne fin pour lui de mourir de manière aussi violente. Bon. Oui,
À présent, peut-être de manière plus légère plus légère, c'est important pour Boris Johnson et c'est important pour la Grande-Bretagne aussi, mais c'est moins dramatique, disons. Là, le scandale Pincher, c'est ce qui apparemment a été le scandale de trop ou le mensonge de trop après le Partygate. Chris Pincher et ses frasques sexuelles. Pour vous, c'est ça qui s'est produit? Il y a c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a poussé Boris Johnson à la démission? Oui, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais disons que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que le Boris Johnson est sur la scène. Alors, il y a deux phénomènes qui s'ajoutent. Il y a d'un côté, malgré tout, le Parti conservateur qui de plus en plus supporte mal les foucades, les variations, les caprices de Boris Johnson. Et puis, vous vous souvenez de la fameuse soirée à Downing Street. Et puis de l'autre côté, il y a l'homme Boris Johnson qui est un homme qui se lasse très vite. En fait, on voit si vous voulez, pour lui, le pouvoir, ça doit être un amusement, ça doit être un jeu. Dès que le pouvoir devient sérieux et difficile, et tout exercice du pouvoir est difficile et sérieux, tout de suite, il n'a qu'une envie, c'est de s'en aller. Parce qu'on dit qu'il a beaucoup menti, mais enfin bon, chez nous, les masques, le Stade de France, parce que si vous voulez, il y a un parallélisme. Enfin, Pincher, c'était un whip, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui était chargé de rétablir l'ordre au sein du Parlement. Exactement. Et en fait, il a eu des comportements totalement déplacés avec deux hommes, enfin peu qu'importe. Et on accuse Johnson d'avoir été au courant et de l'avoir tout de même nommé. Mais en fait, c'est un peu l'histoire à bad. Oui, mais si vous voulez, Boris Johnson est très, très cynique, donc il l'a nommé, il a considéré que cet homme était loyal à son égard, donc il n'a pas hésité à le nommer. On voit, si vous voulez, Boris Johnson est un homme qui, à nouveau, je le répète, qui joue avec le pouvoir, qui s'amuse, et puis si le pouvoir le lâche, il s'en ira. Et je pense, d'ailleurs, il n'est pas impossible qu'il soit un peu soulagé de s'en aller. Ah oui? Il ne le dira pas, mais il n'est pas impossible qu'il soit très content de s'en aller. Et pourtant, il joue les prolongations parce qu'il va rester jusqu'au mois d'octobre, alors qu'il y aurait pu y avoir un scrutin avant. Oui, mais il veut pas être humilié. Il veut partir la tête haute, et en tenant jusqu'en octobre, il montre qu'au Parti conservateur qu'il est capable de lui résister. Et c'est vrai que partir comme ça en juillet à la queue basse, pour un homme comme Johnson, c'est insupportable. C'est vraiment un homme qui a un orgueil, un égo démesuré, vraiment démesuré. Donc il faut peut-être se méfier, parce que vous parlez de son orgueil démesuré. Effectivement, il paraît qu'à Eton, dans l'école de la classe dirigeante britannique, il était avec James Cameron, ils voulaient tous les deux être rois du monde, et c'était une compétition entre les deux. Parce que disait-il, il ne pouvait pas être roi d'Angleterre, la place était déjà prise. Il a d'ailleurs, en faisant son discours devant le 10 Downing Street, il a dit: je quitte le meilleur job du monde. Donc on sent ce que vous expliquez, c'est-à-dire vraiment l'orgueil boursouflé et démesuré. Mais en fait, justement, est-ce qu'il n'est pas suffisamment malin pour rattraper la situation d'ici le mois d'octobre? Ça sera difficile, malgré tout, ça sera très difficile, parce que il y a quand même, si vous voulez, le Royaume-Uni est devant des échéances très lourdes. Notamment, il faut assumer tout le Brexit. Il faut réorienter l'économie britannique qui était orientée vers l'Europe. Il faut la réorienter vers le monde extérieur. Donc là, je pense que ça sera très, très difficile. Quand même, il y a un certain nombre de conservateurs qui restent sérieux et qui diront non, on va pas continuer avec Johnson. Mais lui, il va s'accrocher jusqu'au bout. Donc c'est un bras de fer, on verra. Moi, je suis un géopoliticien, je me suis toujours trompé, donc je me méfie de mes prévisions. Je me méfie beaucoup de... Oui. À quel point le départ de Boris Johnson fragilise le Parti conservateur? Parce qu'on sait qu'en Angleterre, en Grande-Bretagne, on vote pour un parti et pas pour un homme. Oui, d'ailleurs, je faisais allusion Boris Johnson va être remplacé. Scrutin tout à l'heure, c'était un scrutin au sein de la Chambre des communes, des conservateurs, des députés conservateurs. Non, ça fragilise incontestablement le Parti conservateur, parce que ça donne le sentiment que, malgré tout, le Parti conservateur n'a pas su choisir le bon chef. Bien sûr. Donc il y aura Boris Johnson est un mauvais choix, et je pense que les électeurs vont vouloir
vouloir réagir. En outre, du côté du Parti travailliste, il y a quand même un effort de rénovation, d'adaptation pour avoir un parti plus modéré, plus ouvert. Donc la partie reste très ouverte. Cela dit, ce qui est clair, c'est que le départ de Boris Johnson va entraîner des élections à l'automne. Hein. Je vois mal comment il n'y aurait pas d'élections à l'automne. Mais d'élections au sein du Parti conservateur ou au sein... Non, des élections générales. Des élections générales. Parce que, si vous voulez, il va falloir quand même clarifier les choses. Et le seul moyen de clarifier les choses, de savoir si vraiment les conservateurs gardent la confiance du pays, il faut une élection générale. Alors, il y aura également, vous avez tout à fait raison, une élection au sein du Parti conservateur, mais il y a la phase finale, ce sera une élection générale. Bon, il y a vraiment, cet homme a un rapport à la vérité très étrange. Il est tout à fait foutraque, jouisseur, surprenant. Il y a d'ailleurs un parallélisme à faire avec, évidemment, Donald Trump. Donc, c'est l'archétype un peu du populisme. Mais d'un autre côté, le bilan est-il si mauvais? Le Brexit, il s'enlisait dans le Brexit. Il a fini par conclure le Brexit. Il a donné une victoire absolument éclatante et historique au Parti conservateur. Il a fait voter les ouvriers pour le Parti conservateur. Et il a diminué l'abstention. Et il avait des sondages à faire pâlir d'envie M. Macron. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Alors, est-ce que c'est pas la classe dirigeante qui se venge finalement de l'un des siens qui l'aurait trahi? Ah oui, ça c'est certainement. Je crois qu'il y a une rancœur. C'est beaucoup d'hommes d'affaires qui bien sûr sont très inquiets de la réorientation de l'économie britannique. Mais pour revenir au bilan politique, enfin au bilan du gouvernement Johnson, non, vous avez tout à fait raison. Je crois qu'il a quand même fait les choses pour que le Brexit se fasse à peu près en ordre, et régler la question de l'Irlande. Mais cela dit, sur la question de fond, c'est-à-dire la réorientation de l'économie britannique de l'Europe vers le reste du monde, là beaucoup de travail reste à faire. Hein. D'ailleurs, ça ne dépend pas de lui, ça dépend aussi beaucoup des hommes d'affaires, des entreprises britanniques. Mais là, il y a un gros travail à faire. Et puis il y a aussi sans doute un gros travail à faire du côté des finances publiques. Les finances publiques britanniques sont très dégradées. Le service national de santé, le National Health Service, est en mauvais état. Donc ils vont avoir un énorme travail quel homme pourra faire ça, quelle femme pourra faire ça, il faudra voir. Donc ça aussi, ça ne peut être réglé que par une élection générale pour qu'il y ait enfin un nouveau chef, soit à droite, soit à gauche, qui émerge. Ce qui a peut-être tué ce populiste vis-à-vis de l'opinion publique, c'est surtout le 2 poids 2 mesures finalement, parce que l'affaire du Partygate c'est-à-dire les fêtes pendant le Covid, alors qu'il y avait un confinement strict imposé aux Britanniques, et y compris la reine d'Angleterre qui s'était imposée à elle-même, qui avait respecté strictement ce confinement lui-même, il n'avait pas respecté les règles qu'il avait édictées. Donc ça, c'est très mal passé. Ça, écoutez, c'est le comportement de la plupart des hommes du pouvoir. Les hommes du pouvoir considèrent qu'ils sont au-dessus du pouvoir et que c'est à eux d'interpréter la manière dont doit être exercé le pouvoir. Donc si vous regardez dans toutes les... Enfin, en France, alors c'est très typique, en Angleterre un peu moins, aux États-Unis un peu moins. Pardon ? Et je dis, allez-y, concluez, mais on arrive à la fin. Et en Italie, alors là, c'est vraiment, on voit bien que les hommes de pouvoir disent c'est à moi d'interpréter le pouvoir. Merci infiniment. Donc quittons merci Philippe Moreau-Defarge. Quittons la perfide à Lyon et revenons de ce côté du Channel. Un sujet plus sérieux que Bojo et autrement plus grave pour l'avenir de la France, son niveau en mathématiques. Quels effets, quels remèdes de la plongée de ce niveau en mathématiques? Pourquoi il y a ce paradoxe avec des médailles Fields d'un côté et des cancres de l'autre? On en parle sur Sud Radio avec le professeur Martin Andler. Restez avec nous. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Voilà, on va parler de mathématiques maintenant. Vous étiez forte en maths, Juliette? Désastreuse. C'est bien ce qui me semblait. Mais on a quelqu'un avec nous qui est très très fort en mathématiques parce que c'est un professeur des universités. Il est prof à l'université de Versailles-Saint-Quentin qui est regroupé avec Paris-Saclay. Vous êtes également, cher Martin Andler, bonjour à vous. Bonjour. Le vice-président de l'association Animat, président de l'association Initiation pour la science en Europe, et vous êtes même partie du think tank Terra Nova. Alors non, je t'ai plus. Il y en a vraiment. Vous êtes vraiment quelqu'un qui avait beaucoup réfléchi aussi à l'enseignement des mathématiques et à l'importance de l'enseignement des mathématiques. Et on peut être avec vous poser un cocorico parce que c'est la 13e médaille Fields, je pense, si je compte bien, avec le Français Hugo Duminil-Copin qui vient de remporter ce qui est, le prix Nobel des mathématiques.
Oui, c'est le prix. Enfin, on considère que c'est l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. C'est un peu différent puisqu'il y a une limite d'âge de 40 ans. Donc, c'est des gens jeunes parce que les prix Nobel sont souvent des gens en fin de carrière. Là, du Godumili-Le comme ses prédécesseurs, est quelqu'un qui est en pleine activité mathématique et dont on espère qu'il va encore démontrer beaucoup de beaux théorèmes. Alors, il n'est pas le seul, je disais, 13 en tout, Cédric Villani en 2010. Et quand on regarde un peu le pédigré et quand on s'intéresse un peu aux travaux, alors pas dans le détail, parce que j'ai pas du tout le niveau pour comprendre ce qu'il fait, mais d'Hugo Duminil-Copin et de Cédric Villani, ils font référence à des maîtres, des gens qui leur ont transmis, disons, le savoir, et dont l'un et l'autre, respectivement, ont été eux aussi médailles Fields en 1994 et en 2006, de sorte que, je parle sous votre contrôle, on pourrait parler d'école française des mathématiques. Oui, il y a une tradition, une très longue tradition d'excellence de recherche en mathématiques et la production de nouveaux mathématiciens de manière régulière, de nouveaux mathématiciens de premier plan et la conséquence du fait qu'ils ont des maîtres hommes et femmes de très, très haut niveau qui leur passe le message, qui leur passe la méthodologie, etc. Il y a un système qui, de ce point de vue-là, marche extrêmement bien. Donc le très haut niveau, c'est fait, ça c'est réglé. C'est réglé. Est-ce que ça va durer? Ça va durer. C'est pas évident que ça va durer. Il y a quand même des sujets d'alarme. Mais pour l'instant, incontestablement, ça marche très bien à ce niveau-là. Mais ça représente une proportion absolument infime d'une classe d'âge. C'est tant mieux. Mais le problème qu'on a est à un autre niveau pour former des cadres scientifiques, former des profs de maths. On manque de personnes qui sont capables d'exercer les métiers d'ingénieur. On manque un peu à tous les niveaux de compétences scientifiques, on manque de personnes. Et puis j'ai entendu à l'instant quelqu'un dire qu'elle était catastrophique en maths, et ça, c'est peut-être pas forcément bien pour la société française qu'il y en ait trop. Je me suis rattrapée plus tard quand j'ai été obligée pour passer mon concours en école de commerce. Mais alors, on va tout de suite attaquer le paradoxe qui fait que on aimerait avoir votre point de vue. C'est que, vous l'avez rappelé, il y a des études très étalonnées, bien étalonnées, TIMS ou les études PISA, qui montrent qu'en fait, voilà, il y a une mesure objective, disons, de l'effondrement, on peut parler d'effondrement, ou c'est excessif pour vous, du niveau de mathématiques dans l'enseignement secondaire en France, en 20 ans, en 30 ans. Il y a des signes extrêmement inquiétants. En effet, ces études internationales, elles sont contestées, mais elles présentent un avantage de faire des comparaisons, d'être faites extrêmement sérieusement et surtout de faire des comparaisons sur la durée. Le ministère de l'Éducation nationale a ses propres indices, donc qui sont assez convergents avec ceux des études internationales, qui montrent en effet qu'il y a eu une baisse de niveau assez nette, beaucoup au début des années 2000, et en tout cas, si on compare sur 20 ou 30 ans, il y a une baisse de niveau qui est assez nette. Et c'est vrai et c'est problématique. Alors, comment d'abord expliquer ce paradoxe? Pourquoi on a une école mathématique française de niveau mondial, de classe mondiale, et pourquoi dans les classes, en France, la transmission ne s'opère pas? Qu'est-ce qui explique ce paradoxe? Alors, si on connaissait absolument la réponse, on ne te la poserait plus. C'est compliqué. On a un système qui marche extrêmement bien, ou plutôt très bien, disons extrêmement bien, il ne faut pas exagérer, mais extrêmement bien, pour repérer des gens à grand talent. Et aussi, comme il y a une tradition très forte en mathématiques en France, une partie des meilleurs esprits ont tendance à aller vers les mathématiques. Il faut aussi souligner quelque chose, c'est que les mathématiques sont parmi les disciplines scientifiques celles qui ont le besoin de moins de financement. Et donc, comme la recherche en France est très mal financée, aller en mathématiques, c'est aller dans un domaine dans lequel on sera moins handicapé que dans d'autres domaines. Donc ça, c'est aussi un facteur qui attire les meilleurs esprits. Qui explique que la recherche en mathématiques, c'est moins de recul qu'ailleurs, là où il y a besoin de plus de financement public. Oui, incontestablement, c'est le cas. Il faut juste ramener son cerveau, finalement. Exactement. Et donc, dans les petites classes, alors qu'est-ce qui se passe? Enfin, dans les petites classes jusqu'au bac, d'ailleurs.
Alors jusqu'au bac, alors on sait que les problèmes commencent en fait au niveau de l'enseignement primaire. Cette enquête Teams dont vous avez parlé, elle est au niveau du CM1 et elle place les enfants français en dernière ou avant-dernière position des pays riches. Ensuite, l'enquête Teams continue au niveau du collège, au niveau de la 4e, et les résultats sont à peu près les mêmes. Donc, le sujet commence extrêmement tôt. En effet, alors pourquoi c'est compliqué? Certainement, les professeurs des écoles sont peu à l'aise avec les mathématiques. Peut-être ils sont probablement moins bien formés pédagogiquement que dans d'autres pays. En tout cas, le résultat est là, c'est-à-dire que les résultats de nos élèves sont vraiment très très mauvais. Et du coup, c'est difficile de remonter la pente, parce que les mathématiques, c'est un peu comme peut-être plus encore que le français. Si on n'a pas acquis un certain nombre de bases, c'est difficile de progresser. Donc le handicap augmente. Professeur Ander, juste une petite incise là. Est-ce que c'est, vous savez, en matière de niveau de français, c'est des méthodes, on cloue au pilori les méthodes pédagogistes. Et alors pour l'orthographe, la méthode globale, etc. Est-ce qu'il y a le même phénomène sur l'apprentissage des mathématiques dans les petites classes? Est-ce qu'il y a eu l'importation de méthodes qui se voulaient plus efficaces et qui en fait ont créé des dégâts? Alors, bon, enfin, là encore, vous savez, je suis un universitaire. L'universitaire ne donne jamais des réponses simples. C'est un vilain défaut que nous avons. Il y a eu la réforme des mathématiques modernes en France, qui a été au contraire une réforme inspirée par des universitaires qui voulaient que l'enseignement s'aligne sur les pratiques les plus récentes de l'évolution des mathématiques au plus haut niveau, et cette réforme a été probablement mal inspiré et très mal appliqué. Et on en paye encore le prix un peu par contre-coup. Ensuite, dans les pratiques enseignantes au niveau de l'enseignement primaire, Peut-être qu'un des points qu'il faut souligner, c'est que comme les mathématiques jouent un rôle extrêmement important dans la sélection, il y a une pression sur les élèves français qui est peut-être plus forte qu'ailleurs. Et ça pose vraiment un problème. Oui, on a besoin que tout le monde ait un niveau correct en mathématiques, correct, disons tel que celui qui est enseigné au niveau du collège. On a besoin aussi de cadres scientifiques. Il est clair qu'il n'est pas indispensable de faire des mathématiques de haut niveau pour faire son métier correctement. Il y a des tas de métiers dans lesquels c'est pas très utile. Et l'utiliser comme une arme de sélection, il y a un côté intimidant. Alors évidemment, il y a un côté intimidant et du coup on sait que, et ça c'est une des choses aussi que montrent les enquêtes internationales, c'est que les élèves français sont plus angoissés que les autres à propos des cours, des tests, des contrôles de mathématiques. Alors maintenant, alors il y a un point aussi qu'il faut souligner, dont on n'a pas parlé, dont il a beaucoup été question dans la discussion publique ces derniers temps, c'est l'impact différentiel sur les filles et les garçons. Il y a un problème international d'attractivité des disciplines scientifiques pour les filles. La France se classait très moyennement, et l'évolution récente est en nette régression. Donc il y a un vrai problème. Et au niveau des écoles d'ingénieurs, alors là, la différence est vraiment catastrophique, puisque... Mais est-ce qu'elle s'empire, cette différence, ou est-ce qu'elle a toujours été ? Alors, il y a eu une petite amélioration. Bon, pendant très longtemps, les écoles d'ingénieurs n'étaient pas mixtes, donc oui, c'est mieux que dans les années 60 ou 70. Il y a eu une progression. Cette progression est extrêmement lente et elle est plutôt arrêtée. Et ce qui s'est passé dans la réforme du lycée les 3 dernières années, ça a été plutôt aller dans la mauvaise direction. Donc, et sur les réseaux sociaux, il y a énormément de gens qui pointent du doigt la réforme Blanquer et qui accusent cette réforme d'avoir tout empiré, la réforme d'enlever les mathématiques du tronc commun. Est-ce que vous pensez que c'est juste ? Alors, je pense qu'il y a eu, personnellement, j'approuve le principe de la suppression des séries dans le lycée général. Mais la manière dont ça a été mis en place a été catastrophique, avec un déséquilibre absolument majeur entre les lettres et les sciences. Si vous prenez un élève qui est complètement littéraire, il peut faire pratiquement que des lettres, 24 heures de lettres et 2 heures de sciences par semaine. Si vous prenez un élève qui est le plus scientifique possible, il doit faire à peu près moitié-moitié lettres et sciences. Il y a un déséquilibre majeur.
La conséquence de ça, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne font pas de mathématiques en première, beaucoup plus qu'avant. Et ça, c'est un vrai problème parce que c'est par exemple eux qui vont être, majoritairement, c'est eux qui vont être les futurs professeurs d'école. Et donc, qui vont devenir professeurs d'école où l'enseignement des maths est très important en ayant quasiment arrêté les maths en seconde. Et là, logiquement, on boucle la boucle, parce que si on n'arrive pas à avoir des enseignants de l'enseignement primaire qui ont un niveau correct en mathématiques, les fondements ne sont pas jetés, quoi, en fait, finalement. Absolument. Là, ce qui se passe, c'est que quand on est... Les enseignants, c'est pas tous évidemment, mais les enseignants, quand ils enseignent les mathématiques dans le primaire, ont peur des mathématiques. Donc ils transmettent la peur à leurs élèves. Et ça, évidemment, c'est catastrophique. Merci en tout cas. Merci infiniment, professeur Andler. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'université Paris-Saclay et vous êtes aussi un peu politisé, comme monsieur Villani d'ailleurs, parce que vous êtes dans un think tank qui s'appelle Terra Nova. Vous avez peut-être suivi un peu les déboires de monsieur Coquerel. Je sais pas, mais lui, il a en tout cas pas la médaille Fields de la drague. Ça, c'est sûr. Que se passe-t-il chez la France Insoumise? Sexisme, racisme, on s'y perd un peu. Et on en parle sur Sud Radio avec Thomas Guénolé. Merci. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Alors je vous le disais tout à l'heure, il y a un feuilleton sur les réseaux sociaux qui est pas piqué des hannetons, vous allez voir, c'est assez incroyable, ça pourrait s'appeler Clémentine et les garçons. Mais enfin, je laisse un peu de suspense planer. On va en parler avec Thomas Guénolé. Thomas Guénolé, bonjour. Bonjour. Vous êtes un observateur, on pourrait dire engagé, comme dirait Raymond Aron, parce que vous êtes politologue, auteur, mais vous avez aussi été soutien de la France Insoumise. En 2017, Le Monde vous consacrait un portrait et parlait de vous d'un politologue, je cite, devenu éditorialiste insoumis. Alors depuis, vous êtes un peu rebiffé, non? Vous êtes un peu repenti de la France Insoumise? Disons que je suis l'équivalent d'un transfuge dans les années 70 ou 80, oui, c'est-à-dire que j'ai passé le mur et puis maintenant je suis passé à l'ouest. Oui, eh bien, bienvenue dans le camp de la liberté. Alors, Juliette, expliquez-nous un peu ce qui se passe très rapidement, parce que Thomas Guénolé, lui, a les informations de l'intérieur, donc il va pouvoir décrypter ce qui se passe. Mais ce qui se passe, c'est étonnant. Par où commencer? Je pense que tout débute par le passage télé de Madame Rokhaya Diallo, qui s'est étonnée de ce choix après l'élection d'Éric Coquerel à la tête de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Et qui a fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux et qui a provoqué cette espèce de vague de témoignages de la part notamment de Madame Sophie Tissier, témoignage qui a été ensuite appuyé par des gens Sophie présents qui serait une victime à une fameuse soirée où Éric Coquerel lui aurait fait des avances assez lourdes et donc témoignage qui a été corroboré par plusieurs personnes. Je pense à Tatiana Ventose, qui est également une ancienne insoumise et qui était présente à cette fameuse soirée. Donc là, on comprend que M. Coquerel, il a une réputation. Il a une réputation. Il a une énorme réputation. Et donc, quand on entendait il y a quelques années Clémentine Autain qu'il n'y avait pas de dragueurs lourds, il n'y avait que des harceleurs, forcément, ça a créé des problèmes au sein, dans les rangs de la France Insoumise, parce que pourquoi cette différence de traitement avec un Éric Coquerel et par exemple un Tabouaf, qui d'ailleurs n'a pas manqué, parler de lui. Voilà, qui n'a pas manqué à surfer sur le scandale en publiant lui-même un énorme communiqué sur les réseaux sociaux pour expliquer que non seulement il n'avait jamais eu la moindre idée de la raison pour laquelle il avait été viré, de quoi on l'accusait. Alors rappelons que Tabouaf, c'est un journaliste sur les réseaux sociaux, un militant, et il devait être investi. Voilà. Et surtout qui explique, et c'est là le vrai scandale, qu'au moment des faits, Clémentine Autain lui aurait demandé de mentir, de taire la vraie raison de son départ, qui était donc rappelons une accusation de harcèlement sexuel. Il devait être investi par la France Insoumise aux législatives et qu'il aurait été accusé d'être trop lourd, lui aussi avec les femmes. Trop lourd, on ne sait pas. On ne sait pas absolument pas ce qui s'est passé. Les accusations évoquées sont beaucoup plus graves que ça. Tout à fait. C'est-à-dire que c'était même pas harcèlement sexuel, c'était carrément viol, tentative de viol. Donc on est sur du pénal qui suppose un séjour en prison assez long. Donc on n'est pas très lourd. Des choses comment dire, comparativement, harcèlement sexuel, c'est 2 ans.
Allez-y Thomas Guenellet, bouclez la boucle parce qu'à la fin, donc on commence avec Éric Coquerel, puis Tahabouaf se ressort du bois, si j'ose dire, puis on repasse par la case Clémentine Autain, qui est une sorte d'arbitre des élégances, ou plutôt des inélégances à l'égard des femmes au sein de la France insoumise. Et Tahabouaf nous apprend que Clémentine Autain aurait donné la consigne de parler de racisme pour dissimuler ce dont vous nous parlez, c'est-à-dire d'atteindre peut-être beaucoup plus grave encore que de la drague lourde. C'est tellement n'importe quoi de A à Z, cette histoire de pied nickelé, qu'on ne sait même pas par quoi commencer quand on liste tout ce qui ne va pas. Ce que je veux dire, c'est que si on regarde les choses de manière complètement détachée, complètement à froid, voilà au minimum les problèmes graves qui me semblent évidents. D'abord, quand vous affirmez que vous recevez des dénonciations contre quelqu'un, en l'occurrence Bouaf, pour viol, tentative de viol, etc., en fait, vous avez, comment dire, vous êtes en train de dire, ok, donc maintenant on va te retirer des listes, mais attention, on ne va pas dire que c'est pour ça, on va trouver autre chose. Mais pardon Thomas Guenellet, mais s'il y avait du viol... Attendez, non mais je voudrais comprendre, c'est bon, je mets à la place de l'auditeur, je voudrais comprendre. Tentative de viol, normalement il y a plainte au pénal. Mais justement, c'est ça que je veux vous dire, c'est que en fait, ça veut dire que la façon dont, si vous comprenez cette histoire, la façon dont la France insoumise gère ça, c'est ok, nous on le retire de nos investitures législatives, comme ça on n'a pas de problème d'image. Tout à fait. Mais par contre, on va, dans l'hypothèse où nous on le présume coupable, puisque eux fonctionnent comme ça, ce qui est un autre problème, je vais y revenir, mais dans l'hypothèse où on le présume coupable, puisque là il faut croire les femmes, eh bien dans ce cas-là, on est en train, nous, de cacher le motif et donc de protéger et de couvrir un prédateur sexuel. Tout en disant que MeToo, c'est super important. Donc ça, c'est n'importe quoi, ça tient pas debout. C'est-à-dire que non seulement c'est grave, mais en plus c'est complètement stupide. Là, ils sont pris dans une contradiction. Ils sont pris dans une contradiction puisque ce sont les champions de la défense des femmes. Voilà, et j'ai pas encore parlé de Coquerel, parce que c'est encore un niveau supérieur de n'importe quoi. Donc là, sur Tahabouaf, vous avez ça. Ensuite, sur la procédure qu'ils utilisent, en fait, je vous parlais de transfuge passant à l'ouest tout à l'heure. On va revenir sur cette métaphore parce qu'on est bien d'accord qu'historiquement, des procédures disciplinaires internes dans lesquelles on ne vous dit pas qui vous accuse, on ne vous dit pas de quoi vous êtes accusé, on ne vous confronte pas à vos accusateurs ou accusatrices, on ne vous donne même pas la possibilité de vous défendre, on ne vous laisse pas donner votre version des faits, et vous apprenez en même temps que vous êtes... On vous apprenez en même temps que vous êtes accusé, que vous êtes sanctionné, et il ne vous reste plus qu'à faire votre autocritique. Moi, ça me fait penser immédiatement à deux choses, à Kafka et à l'Union soviétique. C'est les procès de Moscou. Et ça vous est arrivé à vous, Thomas Guenellet? Alors, oui, ça m'est arrivé, mais bon, moi, ça m'est arrivé il y a 3 ans. Comment dire, comme j'ai fait sortir les choses très tôt et en mettant tout sur la place publique, comment dire, les médias qui ont traité l'affaire, il y en a eu plusieurs, sont tous arrivés à la conclusion qu'on m'avait emmerdé sur la base d'un dossier totalement vide. Et donc, moi, j'ai frôlé la mise à mort sociale, mais j'en suis sorti vivant. Donc vous dites deux choses là. Vous dites qu'en fait, ils sont capables de fabriquer des choses pour accuser les gens, pour un prétexte en fait politique, en fait, ensuite pour les éjecter, pour les déplacer à droite et déplacer à gauche. Et deuxièmement, que quand il y a des choses avérées, ils sont capables de les étouffer. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est juste un constat factuel, c'est que dans le cas de Coquerel, c'est ça que vous citez, dans le cas d'Éric Coquerel, en fait, moi, vous l'avez mentionné, hein, j'ai fait partie des gens qui ont été compagnons de route de Jean-Luc Mélenchon. J'ai été là pendant, je sais pas, un peu plus d'1 an et demi. Le temps de comprendre qu'il y avait escroquerie politique, puisqu'on vous promettait de se battre pour la vraie démocratie, etc. Ils n'ont pas un échantillon sur eux. Vous tombiez sur un fonctionnement, sur un modèle réduit, toute proportion gardée, d'un régime dictatorial d'extrême gauche. Et moi, c'est pas ma came, si vous voulez. Je penche à gauche, c'est quelque chose de notoire, mais moi, je fais partie de la tradition de gauche antitotalitaire. Hein, je m'en cache pas. Bon, Orwell est un de mes maîtres à penser, par exemple. Et donc Coquerel, en l'occurrence, lui, si j'ai bien compris. Là, vous voyez défiler des cadres et les filles en train de vous dire tous en chœur, attendez, c'est des sujets trop graves, on ne peut pas accuser sans preuve ni témoin. Enfin, ça les a pas freinés pour Damien Abad. Hein.
Attendez les gars, j'ai envie de dire Bouaf, voilà, Abad, Darmanin. Tout à fait. Mais là, Coquerel, il a un joker en quelque sorte. Est-ce que ça pourrait être parce que c'est le seul de la liste qui soit de la famille ? Et donc là, il y a un problème supplémentaire, c'est que à partir du moment où vous avez le cas Coquerel, pour lequel on décide qu'on ne croit pas à la parole des femmes, qu'il n'y a jamais assez de signalements, qu'il y a etc., ça veut dire que tout ce que vous dites par ailleurs sur ces causes-là, c'est du pipeau, c'est à géométrie variable. Et donc, ça révèle quelque chose de profondément malfaisant, en fait, sur la machine mélenchoniste. Et c'est ça, moi, que si vous voulez, j'ai de la compassion pour les électeurs de gauche qui ont voté pour des candidats LFI aux législatives, parce qu'ils sont en train de réaliser dans quoi ils ont foutu les pieds. Tout à fait. Et Thomas Guenolé, il y a aussi, moi, un élément qui m'a vraiment troublé sur l'affaire Taha Bouaf. Le fond du problème aussi, c'est que la victime présumée en question a refusé de porter plainte et de rendre l'affaire publique parce qu'elle ne voulait pas participer à une campagne de discrimination envers Taha Bouaf. Donc ça vient aussi de ça. C'est un peu le syndrome de Stockholm. Moi, si vous voulez, il y a quelque chose que je trouve quand même assez terrifiant, c'est que en réalité, à partir du moment où vous expliquez dans le même souffle, bon écoute, t'es accusé de ceci, cela, etc., c'est super grave. Oui, mais c'est quoi les faits ? Ah, je peux pas te dire. Oui, bien sûr, c'est gravissime. Et qui t'accuse ? Ah, je peux pas te dire. Mais bon, bien sûr, on va te retirer de l'investiture législative. Ah bon, et les dénonciatrices pour Coquerel ? Non, mais là, c'est pas pareil. Il y a pas assez. Alors que quand vous disiez drague lourde, excusez-moi, mais des attouchements répétés pendant une bonne partie d'une soirée, alors que la jeune femme dit non répétitivement, c'est une agression sexuelle en droit. Je comprends. Mais disons, Thomas Guenolé, que pour remettre un peu... Juste, oui, je vous en prie. Excusez-moi, juste préciser là-dessus, parce que c'est ça que je voulais vous dire, c'est que si vous regardez bien, ça veut dire que, comme il n'y a pas de plainte derrière, vous ne serez jamais jugé, vous ne pourrez jamais vous défendre, votre cause ne sera jamais entendue, et donc vous êtes soupçonné d'eux à vie. Mais c'est bien le problème, en fait. Pour remettre un peu l'église au milieu du village, on est d'accord, on vous entend et on comprend qu'il y a quelque chose d'un peu pourri au royaume du Danemark mélenchoniste, ok ? Et probablement d'un procès stalinien. Moi, je suis fan de Shakespeare et je vous remercie pour cette citation. Je vous en prie, c'est un peu, voilà, il y a quelque chose des procès staliniens et tout ça, on comprend bien. Mais ceci dit, il y a quand même un problème, c'est qu'en France, la différence entre la rumeur et la plainte, elle est claire. Il faut que les gens portent plainte. Pourquoi ils ne portent pas plainte ? Alors, faut comprendre que ça, pour le coup, faut comprendre que pour beaucoup de femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles, quel que soit le type d'agression sexuelle, c'est difficile. C'est très difficile émotionnellement et psychologiquement et comment dire, en termes d'image de soi vis-à-vis des autres aussi, de porter plainte. Parce que ça veut dire que vous allez être la fille à qui il est arrivé ça. Oui. Ça veut dire que vous allez avoir des gens qui vont dire que c'est pas vrai. Oui. Ça veut dire que vous allez devoir passer par le commissariat pour porter plainte. Et vous avez des chances assez élevées que ce soit un mec qui prenne votre plainte. Et pour une femme, c'est pas évident. Et peut-être d'ailleurs d'avoir fait perdre la cause ou fait perdre le parti. Voilà. Merci en bien tout sûr, cas. parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a eu ça. Sophie Tisset a pris une vague d'insultes parce qu'on lui a reproché d'agir contre la cause. Je voulais juste rajouter ça. Je vous remercie infiniment, Thomas Guenolé. Vous avez notamment publié le Livre noir de la mondialisation, excellent bouquin aux éditions 2020 et un non moins excellent Que sais-je sur le souverainisme. À présent, comme chaque samedi, on va parler auto avec Laurence Perrault et Jean-Luc Moreau. Et cette semaine, le tease est facile. Est-ce qu'on peut conduire avec des tongs ? Est-ce qu'on peut faire des câlins dans la voiture ? Est-ce qu'on peut faire des câlins en tongs dans la voiture ? Restez avec nous, on parle auto et sécurité. Très bel été à tous, bonnes vacances à vous Juliette. Merci et bonnes beaucoup. vacances à tous, à bientôt. Merci beaucoup.